Bienvenue au podcast Les Héroïnes Invisibles, un podcast qui raconte les parcours de résilience des mamans, ces héroïnes invisibles de tous les jours. Je m'appelle Émilie Proto-Dupont, sociologue, mère 3 fois plutôt qu'une, ainsi que belle-maman, et j'ai eu l'élan de créer ce podcast pour donner de l'espoir aux femmes, aux mères qui traversent des difficultés. Je me plais à dire à qui veut l'entendre que dans ma vie, ce qui m'a fait le plus évoluer, mais en même temps, ce qui m'a fait le plus travailler fort, c'est d'être maman. Aujourd'hui, nous parlons avec Anna qui a su surmonter les crises au quotidien de son enfant d'adoption qui avait 7 ans à l'arrivée au Québec et qui portait en lui un bagage de violence. C'est avec beaucoup d'humilité que Anna nous raconte son histoire ainsi que l'importance de mettre de côté son orgueil pour pouvoir demander des solutions. Je vous souhaite un bon épisode, une bonne écoute. Enchantée, Anna, merci énormément aujourd'hui de vouloir nous révéler ton histoire, c'est-à-dire tu m'as présenté ton cas comme étant un enfant à l'âge de 7 ans, d'un âge un peu avancé que vous avez accueilli avec amour, mais cet enfant-là, pour reprendre tes mots, arrivait avec un bagage particulier, un bagage de violence. Donc, Effectivement. sans rajouter quoi que ce soit, Anna, je vais te laisser la parole. J'aimerais, s'il te plaît, que tu nous racontes votre histoire. Ouais, ben, l'histoire commence, disons, bien avant ça parce que quand on fait, moi et mon conjoint, ça fait, dans quelques jours, ça va faire, 22 ans qu'on est ensemble, donc on a une longue vie depuis le secondaire, en fait, qu'on est ensemble. Puis, ça commence un peu avec les questions de, surtout, ben, des beaux-parents et des parents de: «Ah, ben, là, ça fait X nombre d'années, vous allez avoir des enfants un jour» et tu sais, on commence un peu au début comme ça. Puis, moi et mon conjoint, on avait eu l'idée, je sais pas si on a toujours été convaincus, on voulait une famille, ça c'était sûr, mais je pense pas qu'on était convaincus à l'idée d'avoir des enfants biologiques et on aurait pu. Il y a plein de gens, je pense, qui finissent en adoptant pour des raisons d'infertilité. Nous, c'était pas le cas. C'était vraiment comme un projet. J'allais ça appeler ça un projet parce que c'est un être humain qui arrive, mais ça reste que c'était comme ça l'idée, comme du départ. Fait que pour faire un processus, d'adoption internationale, au Québec parce qu'à dans chaque province, c'est différent, mais ça a été une aventure et pendant cette aventure-là, ben, on a eu à se poser la question parce que c'est comme, tu sais, il y a plein de situations où est-ce que c'est logique, des questions qu'on nous pose qui sont absolument logiques, mais en même temps qui font un peu mal et qui sont un peu étranges, genre, tu débutes le processus et là, c'est comme s'ils donnent une liste d'un enfant. Ils disent: «Bon, ben, quel âge, quel sexe, quel est-ce qu'il peut être issu d'un milieu X, issu d'un viol? Est-ce qu'il peut avoir le VIH?» Puis c'est comme plein de choses, puis ça te rentre dedans, tu sais? Surtout quand nous, on n'avait pas d'enfants avant ça et on est sur notre nuage, on idéalise, tout ça, c'est tellement beau, on va accueillir un enfant et là, ça rentre tout de suite dans les détails assez énormes et là, hem notre idée, c'était on voulait, offrir une vie à un enfant, une vie comme positive et grande et belle et à l'image d'un enfant qui aurait peut-être pas eu la possibilité d'avoir cette vie-là, s'il avait pas été adopté. Tu sais, on se voit pas non plus comme des personnes qui vont sauver quelqu'un ou tu sais, c'était pas un geste comme ça. L'idée, c'était que si on adopte un enfant, on voudrait laisser la chance à quelqu'un de s'épanouir et par le processus, on a fini par réaliser que un enfant plus vieux, ça c'est on était ouvert à ça et on a fait pas mal de formations et on a fait beaucoup de suivi parce que ça reste que c'est particulier et dans le cas du pays duquel notre fils est arrivé, hem, il y a il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui se trouvent dans des orphelinats et on parle à peu près d'un chiffre de 30 000 enfants et la majorité, ils sont «non adoptables» entre guillemets parce qu'ils sont trop vieux et après 4 ans, ça devient, les chances qu'un enfant soit adopté deviennent de plus en plus bas et un enfant après 4 ans, on le dit quasiment que c'est un enfant inadoptable et pour nous, c'était aberrant. L'idée qu'à partir de 4 ans, un enfant, tu sais, je pense que tout le monde, tu sais, qui écoute le podcast, tout le monde connaît un enfant de 4 ans. Puis de se dire que, bah, cet enfant-là maintenant, bah
puis il a plus la chance. Tu sais, ça va être ça sa vie, le reste de sa vie, ça va être de rester, de vieillir dans un orphelinat. Puis ça nous a tellement, tu sais, à travers le processus, à travers tout ça, on s'est dit: «Bon, là, on voudrait offrir l'opportunité à un plus vieux». Donc là, on avait mis dans les dossiers, un enfant jusqu'à 6 ans et notre fils, dans le fond, parce que entre le moment de proposition et le moment que l'enfant arrive, surtout pendant une pandémie, les choses, ou une fin, en tout cas, bref, pendant la pandémie, on va dire, les choses évoluent et ça a été beaucoup plus long que prévu, entre la proposition et l'arrivée de notre fils. Donc, hem notre fils Théo, il est arrivé, il avait, c'était 2 ou 3 semaines avant ses 7 ans. Donc il est arrivé, il a eu 7 ans et c'est ça. Et pendant bon, juste pour peut-être pour finir la boucle avec ça, quand on a eu la proposition, c'était indiqué que, en fait, on sait pas, on connaît pas toute son histoire et c'est quelque chose de, je pense que c'est assez typique en adoption internationale, mais on le sait que une des choses que le médecin avait notées, c'était que, il y avait, énormément de cicatrices sur ses membres et il y avait pas d'autres détails. Tu sais, c'était vraiment juste, c'est un enfant heureux, il est intelligent, il est gentil, il sollicite les câlins, des choses comme ça et bien, il a des cicatrices un peu partout sur son corps. Et maintenant, 2 ans après son arrivée, disons qu'en s'ouvrant les uns aux autres et lui, tu sais, hem, c'est ça qui est fascinant avec un enfant plus vieux, c'est qu'il se souvient de ce qui s'est passé et on a pu discuter avec lui, puis on a pas toujours très facile, mais on a eu les conversations, on a fini par comprendre qu'exactement c'était, dans sa famille biologique, c'était une situation extrêmement violente et que sa mère biologique a pris la décision de le faire, de le laisser partir en adoption parce qu'elle voulait le garder en sécurité. C'est très touchant ce que tu viens de révéler. En fait, tout ce que tu as raconté, l'histoire avant l'adoption, puis les choix qui vous ont mené, toi et ton amoureux, à vouloir être inclusif, à donner la chance à un enfant de bien s'épanouir. Mais cet acte d'amour de sa maman biologique à Théo, ça aussi, on peut soulever ça, puis l'applaudir, cette maman-là, pour ça. Ah ouais, non, ça me touche à tous les jours, puis il y a, une, un truc complètement au hasard, mais mon anniversaire et le jour après l'anniversaire de sa mère biologique, puis on dirait que pour moi, c'est comme un petit rappel tout le temps que c'est elle, tu sais, la numéro un, c'est elle, qui l'a porté et c'est elle qui a fait ce geste incroyable d'amour pour lui. Puis je trouve que ça me rend très humble de j on la fête, on fête son anniversaire. C'est c'est difficile parce que d'un côté, mon fils, il veut, parce qu'il aime beaucoup sa mère biologique, parce qu'il a des bons souvenirs avec elle et quand il parle d'elle, il parle de douceur et de choses comme ça. Mais je sens avec les années aussi qu'il est prêt aussi à autre chose. Mais ouais, donc ça me rend très humble à chaque fois que le mois de notre anniversaire arrive. En fait, tu sais, Anna, l'image que j'ai, c'est que tu permets un bond dans le cœur de ce petit garçon-là. Tu lui permets de pas vivre un conflit de loyauté entre la maman d'origine et sa nouvelle maman. Puis c'est vrai que c'est particulier que votre date de fête soit si proche. C'est comme s'il y avait une connexion, un travail d'équipe Ouais. que vous faites ensemble. Ouais, Je puis trouve ça très beau. ouais, c'est vraiment très beau, puis c'est, tu sais, l'espèce de lien qu'on tisse, c'est un peu ça qu'on essaye tout le temps, avec lui. Puisqu'il vient d'un pays à l'étranger, on essaye toujours de garder les liens avec cette culture-là, de fréquenter quand il y a des fêtes, parce qu'à Montréal, il y a quand même une grande communauté. On va dans les fêtes, on va, on essaye toujours de garder cette connexion-là, puis aussi on lui dit souvent comme on en parlera je pense éventuellement, mais on a eu le droit à des services et on est encore suivi par une psychoéducatrice incroyable et elle nous fait faire plein de bricolage et plein de choses et une des choses qu'elle nous a fait faire par rapport à ça, c'était de dessiner, un arbre avec les racines ancrées dans son pays d'origine, mais avec l'arbre qui est tout en expansion au Canada et de, c'est difficile parce que on aurait on sait ce qu'il a vécu, on sait le pays en ce moment, c'est un pays qui est quand même très dangereux et
c'est difficile d'essayer de trouver des choses positives, mais à travers lui, puis à travers ce qu'il a vécu, puis tu sais, des belles photos puis des belles images, on arrive à créer cet arbre-là avec toutes les choses qu'il a vécues parce qu'on peut pas non plus nier ses racines, on peut pas nier d'où il vient, mais l'arbre va continuer à grandir et ça va être ici au Canada. Donc ça a été, un vraiment beau projet, qu'on a fait avec lui. Il y a des petits frissons qui me traversent en t'écoutant parce que un processus de résilience amène souvent l'idée qu'il faut faire la paix avec son passé, puis à travers les bricolages, à travers cette écoute-là, la valorisation de ce qui est positif dans le pays d'origine, sans nier non plus ce qui est arrivé de difficile. C'est littéralement ça le processus que vous faites avec votre fils, c'est de faire paix avec son passé pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. C'est Ouais. formidable. Merci. Mais ça a été, tout qu'un parcours, pour se rendre là, là. Oui, Je sais pas si ça serait pertinent, peut-être que je peux aborder un peu le bien début et sûr. son arrivée, ouais. Ça a Bien été, sûr, bien sûr. il arrivait d'un pays chaud et il est arrivé pendant l'hiver. Donc, une de ses premières expériences en sortant de l'aéroport, en plus, on n'a pas pu aller le chercher, c'était trop dangereux. On a eu, quelqu'un qui est venu, une accompagnatrice qui est venue du pays, j'ai des mouches à fruits. Je ne sais pas comment j'ai des mouches à fruits, je suis désolée, en plein, janvier. Ouais, donc c'est ça, on a eu une accompagnatrice, qui l'a accompagnée de son pays jusqu'à à l'aéroport ici à Montréal et en sortant dehors et il y avait de la neige et c'était une des premières neiges. Il y avait une belle petite neige, puis il l'a touché, puis il a dit: «Ah, c'est froid!» et ça a été son 1er réflexe parce qu'il avait jamais vu ça, puis ça l'avait étonné que quelque chose puisse tomber du ciel et être aussi froid. Ah. Mais et c'était Il mignon. était pas il était pas au bout de ses surprises, le pauvre. Non, 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 c'est ça qu'il nous dit maintenant. Il dit: «Tu sais, l'hiver, c'est cool parce qu'on fait beaucoup de sport d'hiver, mais c'est quand même long». Je dis: «Ah ouais, Théo, c'est exactement ça, on est tous d'accord avec toi». Il a tout compris. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que c'est ça, quand il est arrivé, hem, c'est toujours c'est recommandé en dans de 2 semaines d'aller voir, un pédiatre pour s'assurer que sa santé est bonne parce qu'on sait jamais. Puis on avait suivi ces conseils-là, puis pendant les 2 premières semaines, tu sais, on flotte sur un petit nuage, puis tu sais, c'est un grand garçon, mais il parlait pas vraiment français. Quelques mots, «c'est froid», tu sais, c'était quelque chose qu'il savait dire, mais sinon, on parlait pas la même langue, tous les 3. Mon conjoint avait fait des cours, dans la langue dans laquelle, Théo parlait, mais ça reste que c'est un adulte qui essaie d'apprendre une 3e langue qui est ça a pas trop, il comprenait pas trop, disons. Donc on faisait notre petite vie, puis tu sais, pendant les 3 premières semaines, on recommande de vraiment rester en petite famille, là, avec juste les parents puis l'enfant ou les enfants. Donc on avait suivi tous ces conseils-là, puis tu sais, on jouait, puis à un moment donné, ça devient un peu ennuyant, là, de s'asseoir par terre et de jouer, à des jeux pendant toute la journée, mais tu sais, on l'avait tellement attendu cet enfant-là qu'on était super contents de faire ça. Puis là, on arrive à l'hôpital, ça faisait, c'est ça, peut-être comme 2 semaines qu'il est arrivé et là, on a vu un changement drastique parce qu'on a essayé de lui expliquer qu'on allait voir un médecin, puis on est allé voir un spécialiste en adoption internationale. On est tellement chanceux à Montréal d'avoir des pédiatres qui sont formés pour ça et donc on arrive, à l'hôpital et on lui avait montré avec des pictogrammes, bon, ben là, on va tu sais, probablement qu'il va avoir, on va prendre ton pouls, on va non, 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 non. On savait pas exactement ça allait être quoi, mais finalement, on a été à l'hôpital pendant 6 heures et ça a été on a fait de tout, là. On a commencé avec une consultation qui avait pris du retard, donc déjà le stress, mais tu sais, c'est la vie, c'est comme ça, mais disons que le stress d'attendre 45 minutes dans une salle d'attente avec des enfants qui pleurent en passant, puis toutes sortes de choses, de passer de ça, après ça, de voir le médecin et d'avoir des vaccins. Puis on a appris par la suite, parce qu'à l'époque, on savait pas, mais qu'il y avait eu un événement assez traumatique par rapport au vaccin où est-ce que, il était à l'orphelinat, puis on lui avait dit: «Bon, ben, on s'en va, acheter des bonbons tout le monde» et ils sont embarqués dans la voiture, puis avec plein d'enfants, puis finalement, ben, non, il allait se faire vacciner, pour X, Y, Z et ça avait été super douloureux pour lui, donc il avait vraiment regardé ça comme idée. Fait que là, le fait qu'on aille à l'hôpital, puis les vaccins, là, on a vu un pic de stress et de colère, comme si ses yeux c'était vraiment j'ai jamais vécu ça dans ma vie. J'ai vu dans ses yeux c'était plus la même personne, qu'il y avait quelque chose, puis là, il nous faisait plus confiance.
comme ça, un événement. Puis on essayait de lui expliquer: «C'est pour ton bien, tu sais, on fait ça pour ta santé», mais je pense que en tout cas, ça, c'est une parenthèse complète, mais je pense que les conseils d'aller rapidement voir un médecin, je me pose la question à quel point que c'est pertinent de pas attendre au moins de pouvoir communiquer avec l'enfant pour lui expliquer, là, mais ça, c'est en tout cas, je pense que ça dépend de chaque situation, mais là, c'est ça. Il y a eu comme une espèce de shift dans ses yeux et là, il était en mode, c'était comme un animal, puis je dis pas ça de façon comme méchante, mais il était plus dans son cerveau du haut, là. Il était complètement en réaction, c'était de survie. Il essayait de se sauver de nous, alors que ça faisait 2 semaines qu'on jouait avec des petits bonhommes, puis on pratiquait le français, puis on faisait des dessins, puis on chantait des chansons, puis on jouait du piano, tu sais, n'importe quoi pour faire passer le temps. Puis c'était comme tout bon enfant, tout doux, tout gentil et là, on a vu: «Ah, il y a quelque chose d'autre qui se passe ici, là» et ça a duré peut-être 2 heures. On a essayé de le calmer, on a essayé de le rassurer, mais nous, on savait qu'on s'en allait faire une prise de sang après. Donc on s'était dit: «Ah, on le calme, mais je pense que c'est ça. Maintenant, après tout ce temps, je pense que ce qu'on aurait dû faire, c'est quitter et revenir plus tard parce qu'il était visiblement pas en mauvaise santé». Bref, ça a été une journée vraiment difficile et après les prises de sang, il hurlait tellement fort, c'est moi qui le retenais. Je l'avais assis sur moi. C'était un enfant de quasiment 7 ans, mais il était tout petit, là. Il pesait comme à peu près 40 livres, là, 45 livres. Il était vraiment tout petit. Je le tenais fort dans mes bras et il y avait 2 infirmières qui essayaient de faire la prise de sang, puis ils arrivaient absolument pas. Puis je lui disais: «Ben là, essayez un peu de contrôler votre enfant». «Il Oh mon fait-tu Dieu. toujours ça?» Puis on avait dit: «Ben, on sait pas, je le connais à peine, je connais pas cet enfant, je sais pas s'il fait toujours ça». Ça a été vraiment heurtant Oui, un et jugement social qui a embarqué là-dedans, dans une épreuve qui se voulait pas facile en soi. Mmh. exactement, exactement ça fait que là, on a fini par bon, ça s'est fait, on est reparti à la maison et là, on vit la première de plusieurs crise explosive d'une violence. Tu sais, moi, je suis une personne tellement pacifiste. Moi, je suis enseignante, c'est mon métier, je suis enseignante, je connais ça, là, des ados, de mauvaise humeur, puis un enfant qui se fâche, puis qui fait un trou dans le mur, puis qui s'en va, puis il est donc tough. Mais ça, c'était un niveau de violence que j'avais jamais je savais pas qu'un enfant si petit était capable. Puis aussi, un enfant si doux, parce qu'en réalité, notre Mmh. fils, c'est un garçon incroyablement doux et incroyablement sensible. Et donc on a vécu la première journée, je pense que ça a été à partir de, je sais pas, on est arrivé disons à 9 heures du matin là, jusqu'à 8 9 heures le soir, ça a été une crise une fois rendu à la maison, puis il a fallu que mon conjoint le prenne dans ses bras. Il était dur, 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 rigide et monté les 3, monter les escaliers pour finir par arriver, dans notre maison. Puis, là, ça a été l'explosion et c'était une crise il savait plus quoi faire avec son corps, là. Il se jetait par terre, il se frappait dans le mur, il se graffignait, il se faisait mal à lui-même, il tirait ses cheveux et à ce moment-là, on n'avait aucune ressource parce qu'on savait pas qu'on s'en allait vers quelque chose comme ça. Donc ouais, ça a été une journée, mémorable. Une journée choc, mais c'est que l'enfant avait tellement de choses à exulter, des émotions à exulter qu'il gardait en lui depuis longtemps, j'imagine. C'est juste en soi Mmh. le changement, de contexte culturel, la Mmh mh. séparation avec sa famille d'origine, qu'il a connue par ailleurs. Il a connu sa maman, il a gardé un certain lien. Mmh. Le comme tu as mentionné, le choc avec, les vaccins, Mmh. ça en faisait beaucoup. Puis la surprise, effectivement, de voir un enfant si calme se transformer comme ça parce Mmh. que tout explosait en lui. Quelle a été la suite? Comment est-ce que vous êtes parvenus au fil du temps à créer un lien d'attachement, à créer un lien de confiance avec Théo? Ça a été vraiment difficile au début parce que je pense que c'est on nous avait préparés, on avait fait tous les cours d'adoption. Ben là, il pourrait, tu sais, briser des choses, il pourrait, mais je ne savais pas à quel point que ça pouvait être intense, une crise comme ça, parce que c'est un peu comme un enfant on le voit chez les enfants de 2 ans qui se lancent par terre puis qui font tout ça, mais ils sont petits et un enfant maintenant mon fils, il est grand comme moi, donc disons que ça a pas la même impression, mais Mon au Dieu, début ouais, il est grand moi je suis comme pas ouais, moi je suis pas très grande.
je suis pas une référence en grandeur, mais lui, il est grand aussi pour son âge, mais ce qui est Il arrivé, a c'est que rattrapé sa courbe de croissance, on dirait bien. absolument, absolument et ça a été vraiment impressionnant. Dans 2 mois, il avait grandi, il pouvait plus porter les vêtements avec lesquels il arrivait de son pays tellement qu'il avait grandi. Mais, c'est ça, la suite, ben, ça a été vraiment comme: «Ah, ça y est, la lune de miel est finie». Puis on nous avait avertis qu'il y avait une période, surtout avec les plus vieux, où est-ce que ils savent que c'est comme une autre chance qu'ils ont et là, ils ont l'impression de devoir séduire leurs parents et être le plus gentil et le plus parfait parce que sinon ils vont être rejetés. Mais à un moment donné, la pression de rester, entre guillemets, «parfait» fait que, ben, n'importe quelle personne exploserait. Tu peux pas toujours être dans l'état où est-ce que tu essayes de performer en tant que fils parfait et donc là, on a commencé à voir un autre côté où est-ce que c'était plus une question de, ben, puisque tout le monde me rejette de toute façon, je vais faire ça plus vite. Je vais vous forcer à me rejeter comme tout le monde le fait déjà dans ma vie. Et c'était intéressant parce qu'au début, il parlait pas parce qu'il parlait pas le français. Mais le plus que le temps avançait, le plus que c'est exactement ce qu'il nous disait. «De toute façon, personne m'aime. De toute façon, personne peut m'aimer. De toute façon, je suis un con. Je suis pas bon. Je suis un méchant». Puis il disait des trucs comme: «Ben, moi, je vais partir vivre dans un pays de méchants comme moi parce que moi, je suis un méchant». Puis plein de choses tellement tristes en sortant de la bouche d'un petit garçon comme ça et c'est là qu'on a vraiment réalisé que les les cours de préparation à l'adoption nous avaient dit: «Ah, assurez-vous d'avoir, un psychologue ou une travailleuse sociale ou quelqu'un sur qui on peut compter». Puis je pense qu'on a été d'un côté naïf et d'un côté, je pense on s'est dit: «Bah, tu sais, ça va aller, il est grand, il va comprendre». Mais c'était pas du tout le cas et on n'a pas eu les bonnes ressources au début et je pense que ça a pris facilement 3 ou 4 mois avant qu'on arrive à avoir les bonnes ressources et les premiers 3 ou 4 mois, on savait même pas quoi faire quand ils se désorganisaient complètement, puis ils essayaient de nous blesser, puis essayaient de se blesser, puis essayaient de briser des choses. On savait même pas, je veux dire, nos formations de vie, nos formations même en pré-adoption, nous avaient pas préparés pour vraiment une situation comme ça et il y a eu un moment donné que on c'était comme je je l'ai nommé tout à l'heure, mais je sentais que ma carafe était complètement vide et j'avais plus rien à donner et là, lui, il avait soif et très soif et il y avait plus rien et là, j'ai dit à mon conjoint: «Là, je m'en vais prendre une marche. Je m'en vais». Il était en pleine crise et j'ai dit: «Là, faut que je parte». Puis ça a été quelque chose de vraiment miraculeux entre moi et mon conjoint parce que bon, être en couple, c'est pas toujours simple. Mais je pense qu'à ce moment-là, on a tellement eu la solidarité nécessaire de se soutenir l'un l'autre. Puis, lui, il avait doucement recommencé à travailler et moi, j'avais en tête: «Ah ben, je vais prendre un congé long, je vais rester avec notre fils, ça va tellement faire du bien et tout ça». Finalement, c'est pas ce qu'on a fait pour des raisons pour lui et pour moi, là, mais bref, là, ce soir-là, je suis partie promener le chien et là, j'ai dit: «Là, ça se peut pas. Ça se peut pas. On on frappe un mur» et j'avais entendu une statistique à un moment donné qu'au Québec, hem, que plus de 50 des adoptions finissent par, tomber à l'eau et je me suis dit: «Ouais» et j'imagine un enfant qui a vécu tout ce qu'il a vécu et je me suis dit: «On peut pas, tu sais, on peut pas lui faire ça», mais je me vois pas continuer. Je me Anna, vois pas. je suis désolée de t'interrompre, c'est qu'il y a tellement d'éléments sur lesquels je pense qu'il faut approfondir un peu plus. D'ailleurs, merci de nous expliquer comment toi, tu as vécu ça à un moment donné, qu'il a fallu que tu prennes du temps pour toi, que Mmh mh. c'était essentiel pour, la survie de votre couple, la survie de votre Mmh mh. projet, d'adopter un enfant puis de maintenir cette adoption-là. Mais tu es en train de nous dire que on peut révoquer la décision d'adoption avec un certain laps de temps? Oui, effectivement. En fait, quand un enfant est adopté au Québec, son certificat de naissance, c'est indiqué comme si j'étais le seul parent et que, ben, en fait, moi et mon conjoint, on est ses parents. Il y a pas sur son certificat de naissance, c'est indiqué qu'il est né dans un autre pays, mais moi-même, mon frère est né dans un autre pays, mon frère biologique, ça change rien et donc quand un enfant arrive au Québec, ils prennent pas beaucoup de statistiques de là, je parle sous toute réserve parce que je suis vraiment pas une spécialiste, mais de ce que j'ai compris,
Et puis, ben, si un jour, on avait l'impression qu'on pouvait plus être les parents de Théo, ben, on l'amènerait à la DPJ comme n'importe quel parent biologique peut faire. Et puis on garde pas de statistiques sur ça. Oh mon Dieu, d'accord, d'accord. Tu nous plonges dans un univers, Anna, aujourd'hui, vraiment, je peux pas dire intéressant parce que cet univers-là est poignant, c'est le mot, Mmh c'est le mot. C'est poignant mh. d'apprendre ces choses-là. Puis ça l'a pris 3-4 mois également, tu as mentionné, avant de Mmh recevoir des services. mh. Pourquoi ça a été si long? C'est-à-dire que vous aviez des besoins importants d'accompagnement pendant ce temps-là? Ouais, ben, on s'est posé la même question, mais je pense qu'il y a eu une erreur de notre part, de ne pas avoir essayé de trouver une ressource plus tôt, mais franchement, il y a pas vraiment de suivi. Quand on arrive avec un enfant de l'international, ben, après ça, c'est sûr que on avait essayé de contacter le CLSC. J'avais trouvé plusieurs personnes qui étaient spécialistes en adoption internationale, des travailleuses sociales puis des psychologues, mais tout le monde est débordé. Tu sais, c'est tellement difficile d'être parent. Puis là, je passe tout le côté de j'imagine pas être mon fils là, parce que c'est sûr que nous, ça a été difficile, mais lui, ce qu'il a vécu, tu sais, c'est pas une compétition. On le dit toujours avec lui, c'est pas une compétition, mais ça reste que nous, on est les adultes, ça a été notre choix et lui non, là, donc ça la j'imagine pas, tout ce que lui vivait puis tout ce qui passait par sa tête, mais c'est ça, il y a pas un chemin tracé où est-ce que: «Ah ben là, il y a tel rendez-vous avec telle personne» ou des choses comme ça et j'avais sur cette fameuse promenade-là, j'avais en tête, bon, là, il y a le numéro qu'on peut appeler pour quand on a des soucis de santé mentale, là, c'est-tu le 811? Oui, exactement. Ouais et C'est, donc la j'avais ressource. j'avais appelé au 811, j'avais dit: «Là, je suis une maman et je sais pas quoi faire et je sais pas quoi faire». Ils m'ont dit: «Ah, ben là, on a une ligne, parents et on vous conseille», parce qu'ils m'avaient posé des questions sur ma santé mentale à moi. J'avais dit: «Non, non, non, ça va pas, ça va absolument pas». Ils m'avaient donné des conseils par rapport à comment, m'occuper de moi et il m'avait dit: «Et pour les questions par rapport à votre fils, ben, appelez la ligne parents» et ça a été le premier comme c'est comme s'il y avait la lumière tu sais, il a fait noir, là, il a fait tellement noir, puis là, hop, la lumière a commencé à la chandelle a été allumée, puis là, on a commencé à voir un chemin plus tracé. J'ai appelé la ligne de parents, puis je lui ai dit: «Ben là, mon fils, je viens de partir de chez nous et il est en train de me mordre et de m'arracher les cheveux et ben, parce que je le retenais parce qu'il se tapait la tête dans le mur tellement fort qu'il a fait un trou dans le mur. Donc là, voilà et ils m'ont donné ça a été je sais pas si c'est toujours comme ça à la ligne de parents, je le souhaite, là, ça a été des conseils ponctuels des conseils: «Là, tu vas faire exactement cette chose et tu vas» là, ils ont dit: «Prenez le temps. Quand vous êtes prête, rentrez chez vous, puis décrivez-moi la situation, puis je vais on walk through, tu sais, on va s'en sortir ensemble». Et là, à la fin de la conversation, ça s'est tellement bien passé, je me suis dit: «Ah tiens, donc il y a des solutions. C'est juste qu'il faut qu'on arrive à trouver les bijoux, les personnes qui vont nous accompagner dans ça». Et donc la 2e chose et ça a été la plus grande chose, c'est quand on a fait le rendez-vous de suivi à l'hôpital, il y a une psychoéducatrice qui accompagne le pédiatre et elle nous avait dit parce que tu sais, notre garçon, c'est un garçon qui est très souriant, qui est un peu réservé, mais qui a un petit comme il a toujours un petit sourire, puis il est ouvert, puis il va faire ce qu'on lui demande. Bon, ben là, tu sais, embarque sur la chaise, fais «Ah», fais «non, non, non», il va tout faire ce qu'on lui dit de faire. Et là, la psychoéducatrice, tellement sage, qui nous a dit pendant que le médecin jasait, elle dit: «Ben, vous les parents, venez ici, tu sais, on dirait que tout est sous contrôle. Est-ce que c'est le cas?» Et j'avais tellement peur de dire non parce que j'avais peur qu'on allait me l'enlever. Et là, j'ai dit: c'est peut-être pas parfait». Puis elle me dit: «Ah, ben, il y a pas de problème, c'est à ça que je sers. Voici ma carte, envoie-moi un courriel plus tard» et dans l'auto en revenant, j'ai envoyé mon courriel et c'est ça qui a fait en sorte qu'on est encore une famille aujourd'hui. C'est pas pour exagérer, mais le Wow! fait d'avoir cette aide-là, c'est une personne incroyable. Tu sais, comme on parlait de trouver son métier, de trouver sa voie, d'être à la bonne place sur son X, ben, elle, pour nous, ça c'est sûr qu'elle a permis que notre famille soit une famille heureuse aujourd'hui. C'était l'espèce d'ange terrestre qu'il vous fallait pour Mmh voir la lumière, comme tu as dit tantôt, là, ça fait très mh. ésotérique ce que je dis là, mais Oui, demander c'est de ça. l'aide, Ouais, demander de l'aide ou oui, ne pas hésiter, c'est ça parce que vraiment. je pense que surtout, tu sais, j'ai toujours été une personne extrêmement indépendante.
puis d'être capable: «Non, je vais m'en sortir, pas grave là, je vais trouver une façon». Puis des fois, c'est pas vrai. Puis il faut se l'admettre, puis je pense que ça fait un peu mal à l'ego des fois de dire: «Ben, j'ai pas trouvé des solutions tout seul». Puis qu'est-ce que ça fait? Pas grave là. Il y a justement des gens que c'est leur métier d'aider les gens dans les situations comme ça. Donc quand on sent que la carafe est vide, demander de l'aide, premièrement à la famille puis aux personnes dont on fait confiance, mais aussi aux professionnels, c'est leur métier. Exact, exact. C'est un certain lâcher-prise dans ça, de faire Mmh. confiance à l'expertise, d'autrui. Ouais. Free audio post production by alphonic.com. Free audio post production by alphonic.com. Chère Anna, il y a un élément que tu as mentionné, dans ton récit qui est le deuil. Un certain deuil qui est à faire, si on veut, j'ose exprimer ça comme ça, de l'enfant qu'on s'était imaginé versus l'enfant qui est réel. Est-ce que tu peux nous en parler un peu davantage, s'il te plaît? Ouais, je pense que c'est quelque chose qui peut-être peut être tabou pour certaines personnes. Je pense que c'est un phénomène assez répandu dans le monde de l'adoption, mais qui est aussi très pertinent pour les personnes qui ont des enfants biologiques. Je pense que en adoption, j'avais lu ou entendu quelque part quelqu'un dire: «Adopter un enfant, c'est plus comme un mariage arrangé que d'avoir un enfant». Puis c'est pas bête comme idée parce que c'est vrai que tu arrives avec un être humain, même si tu adoptes un enfant, naissant, ça reste que c'est énorme, puis c'est tellement triste, mais ça reste que cet enfant-là, il sait que sa job, puis c'est pas que ce soit vrai ou pas, c'est dans la tête d'un enfant, sa job, c'est d'être aimé. Ça, c'est tout. Il peut juste venir au monde, puis avoir les adultes autour de lui, ses parents qui s'occupent de lui. Et ben, ça a été un échec. Et même un enfant adopté, tout de suite à la naissance, il a vécu cet échec-là. Et ces enfants-là, souvent, tu sais, je parle pas, j'ai pas été adoptée, mais de ce que j'ai entendu de témoignages d'adultes ou d'ados qui ont été adoptés, c'est que on vit ça. Et nous, en tant que parents, ben, on arrive puis on essaye juste d'avoir une vie normale. Puis je pense qu'il y a pas énormément de représentation de familles, adoptives en général. Et je pense que c'est quelque chose pour nous, je pense qu'on avait vraiment juste en tête des familles biologiques où est-ce qu'ils ont des enfants, et que oui, il y a des moments difficiles, mais c'est pas toujours le cas. Et pour nous, on avait pensé que, ben, ouais, il va y avoir des moments difficiles, mais après ça, il est grand, on va avoir des discussions, il va nous expliquer ce qui se passe, il va nous dire: «Oh, je sens que je suis fâché et donc j'ai besoin de prendre 3 minutes pour moi-même». Et ben, maintenant, oui, d'accord, ça commence ce genre d'affaires-là, mais au début, non, pas du tout. Et le deuil de la famille qu'on pensait avoir et le deuil de la famille qu'on a eue, puis tu sais, c'est pas de la faute, je mets pas ça sur c'est pas un notre fils, Théo, il aurait pas pu faire autrement pour c'est sûr que tout le monde passe à travers ça. Puis ça a été vraiment dur. Puis je pense que là, ça fait un peu plus que 2 ans, là, ça fait 2 ans et 3 mois à peu près qu'il est arrivé dans notre famille et je pense qu'on commence à se sortir de ce deuil-là et ça a été un processus plus long à cause des moments vraiment difficiles. C'est comme quand tu as un enfant biologique, hem, tu te souviens de lui tout petit, tu l'avais dans tes bras, puis oh, ça sent donc ben bon, puis tu sais, oui, les nuits sont difficiles, mais il y a plein de beaux souvenirs pour se raccrocher dans les moments difficiles et nous, on n'en avait pas. C'était juste difficile et on n'avait pas l'espèce d'idée de: «Ah, mais ça va passer, ça va être chose» parce qu'on savait pas si ça allait être autre chose. Donc ce deuil-là, c'est quelque chose ça a été vraiment difficile. C'est en faisant les activités pour nous-mêmes, tu sais, on aurait pensé que, bah, si tu veux passer à travers un deuil comme ça, bah, tu consultes et puis tu en parles et puis tu passes à autre chose, mais non, en fait, c'est de laisser la vie suivre son cours. Pour nous, tu sais, c'est pas une prescription pour les autres, mais pour nous, ce qui a aidé, ça a été de ben, maintenant, mon conjoint, il joue dans un groupe de musique, il fait ses affaires, 1 fois 2 semaines, puis il fait son truc de band, puis moi, je fais mes trucs de mon côté, j'écris, je fais des choses. C'est comme en reprenant, la vie qu'on voulait, dans le fond, de faire les choses qui sont importantes pour nous,
qui nous ont permis de passer à autre chose puis de dire: «Ben, oui, c'est pas ce qu'on pensait, mais en même temps, tu sais, je le changerais pas pour le monde». Puis c'est quelque chose, je pense, qui est difficile aussi. C'est pas juste le deuil, mais c'est l'idée de le regret aussi. Parce que, en parlant de tabou, je pense que de regretter de temps en temps d'être devenue maman, c'est quelque chose de naturel. Puis je pense qu'on n'en parle pas parce que la société valorise donc les femmes qui sont qui font tout, girl boss, j'ai ma propre business et je fais telle chose et je suis toutes mes enfants mangent du truc biologique à tous les jours et tu sais, on a tellement de pression pour juste être heureuse puis tu sais, smile, c'est toujours ça, sois heureuse. Puis je pense que c'est pas toujours vrai, puis c'est correct. Puis je pense qu'il faut qu'on se laisse la place pour se dire: «Ouais, c'est vrai que quand on était juste moi et mon conjoint, puis on se levait à l'heure qu'on voulait, puis on promenait le chien, puis on passait la journée à écouter Netflix, puis on voyageait, puis on faisait toutes sortes de choses». Oui, c'était une belle vie, mais ça veut pas dire que ça va pas être ça encore plus tard, tu sais? Ça veut pas dire que et honnêtement, je pense qu'une autre chose qui rend ça plus facile, c'est que notre enfant, il est c'est de plus en plus «agréable» entre guillemets de s'occuper de lui parce qu'il nous laisse, tu sais, il nous laisse la porte, il nous ouvre une porte et là, on arrive à connecter avec lui et donc on a de plus en plus hâte aussi à passer du temps avec lui. Puis ça aussi, ça fait en sorte que, ben, l'espèce de côté de: «Oh» parce qu'on sent pas bon. Tu sais, quand tu sens pas bon à quelque chose, tu pas faire cette chose-là non plus, là. Fait que je pense que tout ça, c'est extrêmement compliqué et il faut juste se laisser le temps et digérer et en parler, surtout en parler. Anna, encore une fois, ton témoignage est très riche, puis il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. C'est-à-dire que tu nous as dit plusieurs choses. Tu nous as dit qu'il faut accueillir ce qui vient comme émotion négative, mais en même temps se permettre de continuer d'avancer dans ce qui compte pour nous raccrocher à quelque chose de positif. Là, justement, se raccrocher à des petites victoires avec votre fils Mmh. pour, regarder aussi d'où vous partez. Parce que Mmh. Seigneur, je suis certaine que si tu captures le moment de son arrivée par rapport à aujourd'hui, Mmh. petit à petit, vous êtes arrivés à quelque chose de grandiose avec lui sans vous en rendre compte. Ben, c'est fascinant juste en parlant, là, pendant le le podcast. On dirait que c'était des choses qui étaient tellement dans le passé que, ben, on y pense, tu sais, moi et mon conjoint, c'est sûr qu'on regarde ça parce que les crises, tu sais, je pense que je reviens souvent aux crises, mais pour nous, tu sais, tout le reste comme le tu sais, les discours de: «Ah, ben, tu pas ma vraie mère» ou tu sais, comme pour tu sais, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on s'attendait et on était prêts. On avait des belles phrases toutes prêtes. Puis tu sais, c'est ça m'a pas blessée. De toute façon, j'ai jamais avec Théo, je lui ai jamais dit: «Ben, moi, maintenant, je suis ta mère», puis c'est comme ça. Ça s'est fait naturellement, puis c'est lui, il a voulu avoir une famille, il a voulu m'appeler maman, il a voulu appeler mon conjoint papa, puis ça a été son choix parce qu'on l'aurait jamais forcé. Mais ça, c'était des conversations j'étais prête, mais les crises, c'était quelque chose que vraiment, on n'était pas prêt, puis je pense que ça a été ça ben, j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire, mais bref, ça a été ça qui avait été le plus difficile, tu sais, en regardant, oui, le progrès, c'est ça, en regardant le progrès parce que mais avant, ça durait écoute, il pouvait faire une crise, aux 2-3 jours. Puis mon seul souhait à ce moment-là, je me souviens, j'étais assise dans l'escalier, j'avais dit: «Là, si on peut étirer ça une fois aux 10 jours. Une fois aux Oh, 10 jours, là, je vais être capable, là. Ça, là, je vais être capable». Puis là, il en a fait une après le temps des fêtes. Il y en a f et avant les c'était aux 2-3 jours et là, ça faisait 4 mois qu'il avait pas fait de crise. Et les crises duraient jusqu'à 5 ou 6 heures et là, ça a duré 35 minutes du début à la fin et ça a terminé avec lui qui pleurait puis qui s'excusait, puis là, on passait à autre chose. Fait que oui, il y a du progrès, puis on se raccroche à ça. effectivement, les petites victoires comptent autant que les plus grandes parce que c'est les petites cumulées qui finissent par être des grandes victoires. C'est très, Ouais. très illustratif les exemples que tu viens de nous donner. Mmh. Puis, il y a l'autre aspect aussi que tu as témoigné que je trouve drôlement libérateur, c'est l'idée qu'on peut se permettre, en tant que maman, d'embrasser des émotions négatives liées à la maternité, notamment celle de regretter le choix d'avoir des enfants. Ce qui est tabou, Ouais. effectivement, dans une société comme la nôtre où est-ce qu'on doit afficher un sourire et montrer qu'on est heureuse en tant que maman, mais c'est pas toujours le cas. C'est assez,
intense ce que tu nous as révélé, mais je dois te dire en toute, transparence que moi aussi, j'ai eu cette émotion-là, ce sentiment-là qui m'a habité de regretter d'être devenue maman. Par bout, j'étais contente de l'être, par bout, je le regrettais. Puis c'est Mmh. libérateur que tu oses nous en parler aujourd'hui. Merci, Anna. Mais je pense que c'est important aussi de se dire qu'il y a rien qui est parfait, puis qu'il y a rien il y a aucune émotion qui va toujours nous habiter pour toute notre vie. Tu sais, on peut les émotions, c'est quelque chose qui passe. C'est comme la température dehors, c'est comme les saisons, puis il faut juste des fois Mmh. s'asseoir Tout puis à laisser fait, filer le temps. tout à fait. C'est bien dit. Une belle image que je vais garder en tête. Mmh. Mais on revient aussi avec la notion du deuil parce que je trouve que ça vaut la peine de le répéter, tu sais, de revenir un peu à soi aussi en tant que femme, en tant que maman. Là, tu as parlé de ton conjoint qui s'amuse avec un band, mais Mmh. toi, à travers ça, qu'est-ce que tu as fait pour revenir à toi? J'ai fait, ben, dans le fond, j'écris. J'écris, Ah! des romans de fiction, mais aussi j'ai repris les études. Donc je fais je partirai pas trop dans les détails de ça, mais je suis en train de faire un bac, un retour, pour un autre diplôme que je termine bientôt d'ailleurs, il me reste seulement quelques cours. Donc c'est ça, je prends ce temps-là. C'est sûr que avant de retourner aux études, je faisais beaucoup plus de sport, là. J'avais entrepris quelques sports. Je faisais de la course à pied assez régulièrement. Mais là, c'est ça, mon cerveau il est pas mal plein avec ce que je fais avec les études et tout ça, donc c'est ça. Je salue, ta discipline à travers ça parce que ça demande, j'ose imaginer, une discipline parce que tu dois naviguer avec les besoins affectifs de ton enfant qui sont importants Ouais. et aussi le temps d'études et tout ce que ça implique. C'est pas simple, surtout l'année passée avec mon fils à son école, il était en grève, là, pendant le Ah temps de oui, en mois de décembre, ça a pas été très simple, mais on y arrive. Puis c'est ça aussi, c'est que avec mon conjoint, on est une bonne équipe, tu sais, on essaye, tu sais, c'est pas parfait, là, mais c'est les pour les choses comme ça, on arrive à vraiment bien communiquer. Puis on avait une technique, qu'on utilise, c'est curieux parce que juste en parlant, je réalise qu'on l'utilise de moins en moins, mais on se disait: «Ta batterie est à combien?» Puis c'est pas une très belle image, c'est pas comme les saisons qui filent ou des choses comme ça, mais ça reste que c'est vraiment ancré dans la réalité. C'était la batterie par rapport à notre fils parce qu'il nous en grugeait et là, si je disais: «Ben, moi, ma batterie est à 13 en ce moment», puis lui, il disait: «Ah, ben, moi, elle est à 25, fait que c'est bon, je m'en charge». Tu sais, ça a été une façon de se donner le temps où, tu sais, moi, je suis à 7, ben, moi, je suis à 6, ben, OK, c'est bon, je vais y aller. Ça a été une vraiment bonne excellent! façon. Ouais. Ah oui, ben j'adore ça, puis c'est vrai que c'est très concret, puis ça permet une entraide, une solidarité, mais là, c'est en termes de pourcentage, j'imagine? Quand tu dis à Exactement, 7, oh mon Dieu! exactement. Pas Exactement, sept puis pour là, cent, c'est le temps que l'autre, embarque. ouais, ouais, exactement. Mais là, c'est ça parce que il m'a posé la question après la crise la plus récente, là, la fin de semaine passée, puis ça a été vraiment étonnant parce que souvent après les crises, ça baissait à en bas de 20. Puis là, je sais pas, 85, puis il me dit: «Ah, moi aussi». Fait que je pense que aussi Mmh. tu sais, notre réservoir de bonheur, puis de beaux moments, puis de choses comme ça, ben, ça nous permet justement de garder notre moyenne plus haute, notre charge plus haute. Puis à quelque part, c'est, vous faites un peu des scientifiques de vous-même, vous mesurez votre état au fil du temps pour, voir si globalement il y a une certaine, adaptation à cette nouvelle réalité-là avec votre fils qui est arrivé dans vos vies. C'est justement ce qui avant aurait pu vous drainer énormément d'énergie, Mmh. aujourd'hui vous en draine moins. Mmh. C'est Exactement. intéressant. Oui. Ouais et ça fait seulement 2 ans, donc j'ose imaginer que le plus que le temps file, c'est sûr qu'il a passé la majorité de sa vie dans d'autres familles, dans un orphelinat, donc j'imagine que le plus de temps qui avance puis qu'éventuellement il va avoir passé plus de temps avec nous qu'avec les autres donneurs de soins, ben, j'ose croire que ça va aller de mieux en mieux, ça va être de plus en plus simple. Déjà, on l'a souligné, il y a une amélioration, on voit avec la stabilité émotionnelle, puis ça fait justement, ça fait seulement 2 ans, donc c'est Ouais, bien que tu soulignes que imaginons la suite, ouais, positivement. Oui. ouais. Mais Anna, je tiens vraiment à te féliciter parce que ton témoignage aujourd'hui a été plein de nuances, plein Mmh. de subtilités. Tu as utilisé souvent le mot humble, tu l'incarnes totalement bien là-dedans.
J'ai été, très touchée d'écouter ton histoire. Puis, en guise de conclusion, je veux pas me permettre de conclure. Je veux te laisser la parole pour, que tu nous livres, ce Ouais. que tu souhaites finalement dire à une autre maman qui vivrait la même réalité que toi. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Ben, premièrement, merci à toi, Émilie, pour, cette initiative, tellement chouette, là. Ça me touche beaucoup. J'ai vraiment hâte d'écouter les épisodes parce que je pense que ça fait du bien d'entendre parler d'autres mamans, d'avoir cette belle plateforme-là. Donc félicitations pour vraiment ce beau projet. Puis peut-être en guise de conclusion, mais j'aurais envie de dire, c'est important de prendre soin de nous. C'est important de savoir demander de l'aide. Puis c'est important aussi de se mettre son orgueil de côté puis de dire: ben, écoute, j'ai essayé, j'ai pas toutes les solutions et peut-être que d'autres personnes peuvent m'aider avec les petits morceaux de casse-tête, en me donnant des solutions. Merci, merci. Moi-même, je pense que j'avais besoin d'entendre ces beaux messages-là aujourd'hui. Merci beaucoup, Anna. Ouais, merci à toi.